Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues. C'est un plaisir de vous accueillir à ce webinaire qui est destiné à vous donner toute une série d'informations à la fois sur les vaccins de la COVID-19 et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui le professeur Van Latem, Ivan Latem, que tout le monde connaît comme porte-parole interfédéral qui passe tous les jours sur le poste, mais qui est aussi un des grands spécialistes que nous avons en Belgique des maladies infectieuses en général et de la vaccination dans le cadre de la COVID-19 en particulier. Et je le remercie énormément d'avoir accepté, malgré son emploi du temps très chargé, de nous consacrer un moment pour partager avec vous les données les plus récentes, puisque vous savez que depuis maintenant une bonne semaine, un troisième vaccin arrive dans ce programme de vaccination de la Belgique. Alors, je vais partager avec vous mon écran. Voilà. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est parfait, Monsieur Angler. Merci beaucoup. Alors, peut-être un tout petit rappel historique pour se souvenir que même si on est dans une pandémie exceptionnelle aujourd'hui, la vaccination est une stratégie de santé publique qui a maintenant plus de 2 siècles, puisque c'est à la fin du 18e que le premier, un médecin anglais, fait un geste qui est en fait le premier geste de vaccination délibérée que l'on peut identifier dans l'histoire. Jenner avait observé que les fermiers et les fermières qui étaient au contact des vaches qui développent une maladie particulière qu'on appelle la vaccine résistaient beaucoup mieux que la population générale aux épidémies de variole qui est une maladie redoutable et qui décime les populations humaines comme on dit, avec la mort fauchant à grande volée avec la variole. Et donc, il a l'idée d'inoculer des pustules de la vache à un jeune garçon et qu'il le protège ainsi de la variole à un âge et à un moment où les enfants y sont particulièrement vulnérables. Et c'est de ce terme vaccine, de vaca, la vache, maladie de la vache, qui est resté le terme de vaccination. Mais le vrai père de la vaccination, c'est Louis Pasteur, parce que Pasteur, lui, contrairement à Jenner, il n'exploite pas une particularité de la biologie, de la nature, qui fait qu'on a par chance un virus animal proche du virus humain. Lui prend le virus de la rage, l'affaiblit par des techniques de culture en laboratoire et prépare ainsi un vaccin qui va être testé en 1885 sur un jeune garçon qui a été mordu par un chien enragé en prenant, en exploitant la caractéristique un peu particulière de la rage, qui est que c'est une maladie à durée d'incubation très longue, de l'ordre de 2 mois, entre la morsure par l'animal enragé et le développement de la maladie, qui est une maladie terrible et pratiquement d'ailleurs toujours mortelle à partir du moment où elle se développe. Et il vaccine, il profite de cet intervalle pour vacciner le petit Joseph avec son vaccin. Et donc, il définit clairement ce qui est toujours aujourd'hui d'actualité pour comprendre qu'est-ce que c'est la vaccination. C'est un processus au fond assez simple. Ce qui marche bien en médecine, c'est toujours les choses assez simples. Nous savons que quand nous sommes atteints d'une maladie infectieuse, que nous en survivons, la plupart du temps, nous ne la referons pas une seconde fois. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est très souvent vrai.
Et en fait, nous ne la refaisons pas parce que pour guérir, notre organisme a développé des défenses qu'on appelle la réaction immunitaire. Et une fois que ces défenses sont installées, elles réattaquent le microbe sauvage s'il se représente avant que nous ayons été malades. Et donc le principe de la vaccination, c'est de déclencher cette réaction immunitaire pour nous prémunir d'une maladie sans devoir la faire et être ainsi protégé contre le microbe sauvage. Et c'est une stratégie qui a eu des développements extraordinaires au cours essentiellement du XXe siècle, mais déjà, comme vous pouvez le voir, au XIXe, la rage, le choléra, la fièvre typhoïde, la peste sont des vaccinations développées au XIXe. Et bien entendu, nous connaissons quelques grandes victoires de la vaccinologie. La plus importante, c'est évidemment l'éradication de la variole, obtenue par une stratégie de l'OMS qui a duré plusieurs décennies et qui a conduit en deuxième moitié du XXe siècle à l'annonce de l'éradication de la variole le 8 mai 1980. Mais la polio aussi, cette maladie dont quand moi j'étais enfant, on voyait encore beaucoup de gens boiter avec des séquelles de polio qui a pratiquement disparu. Et je ne parle pas des maladies infantiles comme la rougeole qui continue à tuer dans un certain nombre de pays pauvres où les enfants n'ont pas accès à la vaccination et parfois encore chez nous, quand par négligence ou par militantisme anti-vaccinal, certains parents ne vaccinent pas leurs enfants, créant des trous dans le filet de vaccination collectif qui se paye un jour ou l'autre, malheureusement, parfois très cher. Et donc, le dernier point que je voulais aborder avant d'en venir au sujet d'aujourd'hui, c'est de rappeler que ce n'est pas parce qu'une maladie a un taux de mortalité faible, comme c'est le cas de la Covid-19, qu'elle n'en est pas moins redoutable. Et pour vous l'illustrer, j'ai pris deux exemples, j'ai comparé deux maladies que je pense tout le monde connaît bien. L'épidémie de grippe espagnole, grande épidémie de grippe de 1918 à la sortie de la guerre, dans des populations évidemment épuisées et amaigries par les privations des 4 années du conflit, et la maladie d'Ebola, qui est une épidémie toujours en cours en Afrique subsaharienne depuis le début des années 2010. Alors la grippe espagnole, elle a un taux de mortalité faible de l'ordre de 3%, ça veut dire qu'en 1918, sur 100 personnes qui contractaient la grippe espagnole, 97 guérissaient et 3 périssaient. En miroir, la maladie d'Ebola a un taux de mortalité très élevé, on dit entre 60 et 90% de décès en l'absence de traitement. Maintenant, avec les traitements, on peut aller jusqu'à une mortalité de 25%, mais c'est en tout cas radicalement différent évidemment de la grippe. Et pourtant, si l'épidémie d'Ebola a fait 20 à 30 000 morts depuis 2013, l'épidémie de grippe espagnole, en 2 ou 3 ans, a fait entre 50 et 100 millions de morts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement le taux de mortalité par personne atteinte qui joue, mais aussi le nombre de personnes atteintes. Et si on devait appliquer ces 3% à la Belgique et à ses 11 millions d'habitants pour l'épidémie actuelle, on en serait à plus de 300 000 décès attendus du fait de l'épidémie actuelle. Et donc ça nous rappelle que la vaccination, c'est une des interventions de santé publique les plus efficaces et en plus extrêmement bon marché par rapport au traitement. Il y a évidemment aucune commune mesure entre le coût d'une dose de vaccin, même celle des plus chères que nous ayons aujourd'hui sur le marché, qui sont les mRNA, et une journée de soins intensifs dans n'importe quelle situation clinique. Il n'y a absolument pas photo sur le fait que la vaccination est préférable aux soins intensifs, d'abord pour celui qui échappe à une maladie sévère, et ensuite pour les finances publiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour réussir une vaccination? Il faut un bon vaccin. Je vais bientôt céder la parole à Ivan Latem pour vous entretenir de cet aspect-là de la chose. Une communication qui suscite la confiance et l'adhésion, et ce que nous faisons aujourd'hui avec vous
en fait partie, d'autant plus que non seulement vous êtes aujourd'hui intéressé à la vaccination pour vous-même, mais vous êtes aussi des relais extrêmement écoutés par la population. Vous appartenez à des groupes qui sont dans toutes les études de motivation relevés par le grand public comme des personnes en qui ils ont confiance. Et donc, vous êtes aussi des ambassadeurs potentiels de la vaccination par rapport au grand public. Et enfin, et on va en dire un mot, une accessibilité à la vaccination qui est l'organisation à laquelle nous sommes aujourd'hui occupés à construire. Alors, je ne reviendrai pas sur les grandes stratégies décidées par les ministres de la Santé, vaccination dans un premier temps des personnes âgées, des premières lignes de soins, du personnel des hôpitaux, puis les 65 ans et plus et les patients à comorbidité, et enfin la population générale, puisque le but est de vacciner le plus d'adultes possible, avec un objectif d'avoir au moins 70% de la population vaccinée. Alors, pour vous donner une idée, c'est un effort qui est sans précédent au niveau de la Belgique, rien que pour la région wallonne dont je m'occupe. Le premier groupe, c'est un bon 320-330 000 personnes. Le deuxième groupe, les 65 ans et plus, les patients à risque, et ce qu'on a appelé les fonctions essentielles ou les fonctions critiques, c'est 1 million. Et le reste de la population, 1,5 million. C'est donc un effort colossal qui n'a pas de précédent dans notre histoire. Nous sommes aujourd'hui bien avancés dans tout ce qui est la première ligne de soins et les personnes les plus vulnérables, qui sont les personnes en maison de repos et de maison de soins. Et nous escomptons d'ici mi-mars de pouvoir basculer dans la vaccination de nos aînés pour toute la population adulte. Et si les vaccins suivent, parce que le facteur limitant de la vitesse à laquelle nous avançons, ce n'est pas notre capacité à vacciner, c'est d'avoir les doses de vaccins. Si les vaccins suivent, nous considérons que toute la population pourrait être couverte pour le mois d'août. En quelques mots, voilà un peu où on en est. On est, vous voyez, tout à fait à la fin de la vaccination des maisons de repos. Dernière dose dans les 2 semaines qui viennent. Les structures collectives de soins continuent à avancer leur petit train de sénateurs et les hôpitaux sont eux aussi en fin de vaccination de leur première dose. Ils sont en décalage par rapport aux maisons de repos, mais pour la fin février, toutes les personnes exposées dans les hôpitaux auront eu au moins une dose de vaccination. Et nous voilà aujourd'hui avec l'ouverture de la vaccination de tout ce qui constitue une liste assez étendue, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, elle est un petit peu frustrante parce que beaucoup d'entre vous ne s'y retrouvent pas. On va y revenir. Nous pensons qu'à travers des missions de vaccination, nous pourrions étendre l'accès à la vaccination à un certain nombre de métiers qui ne sont pas aujourd'hui repris dans ce que la Task Force interfédérale a listé comme étant la première ligne d'aide et de soins. Nous allons vacciner à partir d'aujourd'hui cette première ligne, en commençant par les moins de 55 ans, parce que là, nous avons un vaccin, c'est AstraZeneca. Dans 2 à 3 semaines, on aura reconstitué le stock de vaccins par le mRNA pour les personnes plus âgées. Et alors, nous compléterons en 2 à 3 semaines la vaccination première dose de l'ensemble de ce groupe prioritaire tel qu'il a été défini par l'interfédéral. Pour cela, nous ouvrons la semaine prochaine 30 centres sur l'ensemble du territoire, 31 même, qui sont la plupart du temps dans des hôpitaux,
où la première ligne de soins se rendra sur invitation pour être vacciné. Alors le processus qui a été testé aujourd'hui, qui a l'air de donner entière satisfaction, à partir d'un croisement de bases de données avec le registre national, on sélectionne des groupes de citoyens vaccinés de façon à ce qu'on ne convoque pas en même temps des tas de gens pour lesquels on n'a pas de dose de vaccin. On les invite. Cette invitation leur arrive à la fois par poste et lorsque nous connaissons des coordonnées informatiques par email ou par SMS. D'une manière très simple, et je l'ai testé moi-même, je peux le confirmer, d'une manière très simple, on clique sur le rendez-vous que l'on souhaite avoir. On reçoit d'ailleurs les 2 dates de rendez-vous d'emblée pour être sûr d'avoir le rendez-vous pour la 2e dose. Et il ne reste plus qu'à se rendre au centre de vaccination pour être vacciné. Et nous sommes en train de terminer les contrats d'opérationnalisation des centres qui vont servir à partir de mi-mars à vacciner la population générale. Alors, dans les groupes dont vous vous occupez, il y a beaucoup d'usagers qui auront difficile à rentrer dans ce schéma. Et nous avons un travail avancé avec toute une série d'interlocuteurs de vos secteurs pour réfléchir à adapter nos méthodes de la population générale à leurs caractéristiques particulières de façon à ne pas les exclure du processus de vaccination. Et ça comporte bien entendu des facteurs de précarité, des problèmes de domicile, puisque les lettres sont envoyées à un domicile, il faut donc en avoir un. Bien entendu, toutes les personnes dites illégales au sens de la loi ne doivent pas être exclues de la possibilité de se vacciner si elles le souhaitent. Et nous avons en outre une série de sous-groupes dans la population qui, pour des raisons différentes, vont avoir un problème d'accessibilité, soit que la mobilité est pour elles problématique pour se rendre dans un centre, soit qu'elles ne savent pas lire, que leur langue ne correspond pas à nos langues usuelles, ou qu'elles ont des handicaps sensoriels qui ne leur permettent pas de capter les messages de la même façon que monsieur et madame tout le monde. Et enfin, on sait que dans le domaine de la santé mentale, qui est un domaine de fragilité particulier, un nombre non négligeable de ces personnes sont en domicile et donc ne seront pas touchés par les campagnes de vaccination collective qui sont aujourd'hui en cours pour le handicap. Et donc, je ne vais pas le passer en revue, ce serait bien trop long, mais nous avons identifié à ce stade-ci toutes les obstacles que l'on estime pouvoir apparaître en cours de processus et nous discutons avec vos secteurs pour voir comment les résoudre de telle sorte à ne pas exclure ces personnes-là de la possibilité, si elles le désirent, d'accéder à la vaccination. 3 stratégies: aider ces personnes à aller vers un centre de vaccination, et nous pensons que c'est la stratégie à privilégier chaque fois que ce sera possible, les traiter au fond comme tout le monde, peut-être avec une facilitation pour un élément ou un autre. Si ce n'est pas possible, développer des vaccinations dans des structures qui encadrent ces publics fragilisés et qui peuvent y avoir un accès plus aisé. Au fond, c'est de faire un peu comme on a fait pour les hôpitaux ou les institutions collectives de soins, c'est aller vers les gens avec les doses de vaccin. Et enfin, c'est la situation la plus compliquée, c'est d'aller sur le terrain, vers les personnes, une à une, pour leur donner accès à la vaccination. Et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. À côté de ça, il y a tout un problème de communication sur laquelle je ne m'étendrai pas pour des raisons de temps et qui se construit, qui s'étoffe avec du matériel et du matériel aussi adapté aux personnes
avec des caractéristiques particulières de tout type, depuis les handicaps sensoriels jusqu'à d'autres cultures ou d'autres langues. La perception de la vaccination, qui est en grande partie l'enjeu de cette communication, pour le moment donne plutôt de bons résultats. L'hésitation vaccinale est en recul, toutes les études le montrent, mais ce qu'on montre aussi, c'est que c'est le domaine de la santé et de l'aide qui est celle qui est la plus écoutée par la population, et c'est probablement tous ces efforts conjoints qui font que les études montrent une progression de l'adhésion à la vaccination, parfois très vite, puisqu'entre décembre et janvier, par exemple, on voit dans un échantillon constitué de la même façon une progression considérable de l'adhésion à la vaccination à partir du moment où les gens se rendent compte non seulement que ça fonctionne, que c'est utile, mais que la vaccination, il y a près de 200 millions de personnes déjà vaccinées dans le monde, se passe sans catastrophe, et que donc les porteurs de catastrophes sont désavoués par les faits. Nous avons bien vu ça dans les maisons de repos et de soins, où si parmi les résidents, l'acceptation à se faire vacciner était d'emblée élevée, mais a quand même au cours des semaines progressé, on voit une évolution importante dans le secteur du personnel, qui est le secteur le plus résistant, le plus hésitant à la vaccination, puisque quand nous avons commencé, à peine un tiers du personnel souhaitait être vacciné, et que quand nous terminons la campagne de vaccination dans les maisons de repos, la demande de vaccin, ce n'était même pas une intention, c'est une demande de vaccination ferme et définitive, touche plus de 75% du personnel, et donc tout ça nous fait être plutôt optimistes sur notre capacité à convaincre, et que cette capacité passe par l'information, que je vais maintenant laisser le professeur Van Latten vous expliquer. Je vous remercie de votre attention et je lui cède l'écran et la parole. Stéphane, the floor is yours. Merci Yves, Stéphane te répond. Merci à toutes, merci à tous, merci Yvon. Nous allons parcourir pendant la demi-heure qui vient à peu près, je pense, une base de réflexion pour vous montrer comment ces vaccins sont arrivés maintenant, j'allais dire, dans nos épaules à peu près, comment ils ont été développés, puisqu'il a couru beaucoup de bruit sur le sujet en question, quelle est l'intensité de leur protection, quelle est la réalité des effets secondaires, et comme l'a dit Yvon, on a maintenant une base gigantesque de gens vaccinés de par le monde, dans des pays où les systèmes de surveillance des effets secondaires existent vraiment. On est là dans les États-Unis, on est là en Europe, on n'est pas dans des endroits où les systèmes ne fonctionnent pas bien. Et je pense qu'on a maintenant beaucoup plus de références et de choses à pouvoir avancer avec certitude qu'on pouvait le faire il y a quelques mois. Alors, vous voyez bien ma diapositive, là, il n'y a pas de problème? Non, Monsieur Van Latten, on ne la voit pas pour l'instant. Vous devez faire la même manipulation que tout à l'heure. Oula. Là, je vous avoue que, attendez, je sors de mon truc. Je pensais que c'était resté sur l'écran. Attendez. Retournez dans votre session Teams. Oui, je vais essayer de retourner dans ma session. Voilà, je suis en Team. Je dois partager le contenu. Je dois retrouver la présentation qui est, je pense, celle-ci. Voilà. Et ceci va charger petit à petit, je suppose. Puisque non, là, tu dois simplement monter ton scroll. Tu es, à mon avis, simplement. Ah, je suis trop bas. Ok, tu as raison, tu as raison. Tu remontes, voilà, tu cliques sur la première. Et nous y sommes presque. Oui, je vais sur le grand, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et vous voyez maintenant, c'est beau la technique quand même. Bon, eh bien, passons directement à la deuxième diapositive. Alors, ce SARS-CoV-2, dont on n'entend plus parler que de lui, évidemment, depuis à peu près un an, vous le savez, il est disséminé par le monde. Il est caractérisé par une forme relativement pernicieuse d'infection, puisqu'à côté des gens qui sont malades, il y a une proportion importante, 25, 30, 40% au moins, de gens qui sont asymptomatiques ou tellement peu qu'ils ne perçoivent pas les très discrets symptômes qu'ils ont, et que malheureusement à ce moment-là, ils restent à risque
de transmission. Un peu moins si on est asymptomatique, mais on a un risque de transmission tout à fait significatif. Et donc, il est très difficile de lutter contre un ennemi dont une partie significative est en cinquième colonne, si on peut dire, cachée dans nos caves ou nos égouts, et qui nous contamine malgré tout sans que nous le sachions. La transmission se fait, on le sait, par les voies respiratoires, c'est-à-dire à la fois les postillons que nous émettons, mais aussi un certain nombre de micro-gouttelettes qu'on émet plus facilement si on crie, si on chante ou dans certaines circonstances, mais aussi par la transmission manuportée lorsque nos mains touchent des sécrétions et qu'éventuellement ainsi on porte ses mains infectées au niveau d'une muqueuse comme les conjonctives par exemple ou la muqueuse bucco-nasale. Et on sait que c'est un virus qui fait partie d'une famille qu'on appelle les virus à ARN et qui sont remarquables par le fait que lorsqu'ils se multiplient, ils peuvent très très vite avoir des mutants qui apparaissent et on sait qu'il y a déjà un certain nombre de mutants, on y reviendra, dont certains d'entre eux sont caractérisés par une plus grande contagiosité, dont certains d'entre eux peuvent potentiellement nous réserver des surprises, on en parlera par la suite. Alors la maladie elle-même, à nouveau, mais vous le savez tous, je pense, par les nombreux articles et magazines télévisuels, elle peut aller depuis peu de choses jusqu'à une grippe, jusqu'à des symptômes très curieux comme la perte du goût et de l'odorat, qui étaient pratiquement inconnus dans les autres maladies infectieuses jusqu'à présent. Et malheureusement, ces formes extrêmement sévères qui se développent d'habitude au bout de 5-6 jours après le début des premiers symptômes et qui est une sorte de torrent inflammatoire qui balaye l'organisme, caractérisé par des manifestations un peu partout, dans les voies respiratoires bien sûr, on respire très difficilement, on ne parvient plus à respirer, mais aussi avec des manifestations cardiaques, neurologiques, rénales et autres, liées au fait que ce virus est capable de provoquer des microthromboses au niveau de nos vaisseaux. Il augmente l'irritation de l'épithélium de nos vaisseaux, de la paroi, de la tuyauterie, si on peut dire, qui nous parcourt partout. Et ce faisant, comme ils sont enflammés, ces vaisseaux, eh bien, un tas de choses y collent, des bouchons s'y font, des petites thromboses s'y font. Et ça explique ce côté extraordinairement pléomorphe des symptômes, bien sûr respiratoire, c'est un virus respiratoire, mais au contraire de la grippe et d'autres qui restent respiratoires dans plus de 90% des cas. Ici, il y a des manifestations extrêmement variées qui dominent parfois, y compris des pathologies cardiaques, des pathologies neurologiques, des pathologies thromboemboliques. Il y a aussi, même pour ceux qui guérissent après une petite pathologie Covid de type grippe, dans un certain pourcentage des cas, des gens qui ont des syndromes post-Covid, ce que les anglo-saxons appellent le long Covid, ça dit très bien ce que ça veut dire, c'est la persistance de certains symptômes pendant des semaines et pendant des mois. Jusqu'à présent, on a l'impression que ces symptômes vont à un moment tous s'amender. D'habitude, ils s'amendent d'ailleurs en quelques semaines, un mois ou deux, mais on connaît des personnes qui ont encore des symptomatologies de fatigue, l'impression d'être un peu dans le brouillard, d'avoir difficile à respirer au moindre effort, et des choses pareilles, plusieurs mois après les premières manifestations. Et on sait que ceci a eu un impact global sur la société extrêmement important. Vous voyez ici les fameuses courbes qu'ils ont tous frappées, celle du mois de mars-avril l'année passée, où les chiffres ont augmenté extrêmement vite, extrêmement haut. La Belgique est une des colonnes rouges, vous voyez Belgium à votre droite. Vous voyez la pause importante dans nos régions, pas du tout aux États-Unis, mais importante dans nos régions qu'on a connues à l'été, en juin, juillet jusqu'au début août. Et puis vous voyez les fameuses deuxièmes vagues, dont la Belgique a malheureusement eu la caractéristique d'être la deuxième vague la plus abrupte et la plus importante que l'on ait connue, mais avec la prise des mesures, peut-être pas populaires, mais efficaces, qui ont été faites à partir de mi-octobre, où nous avons connu cette diminution pour nous trouver actuellement sur un plateau élevé, mais sur un plateau malgré tout. Alors, c'est vrai, c'est beaucoup de monde par le monde qui a souffert de cela. Il y a plus de 2 400 000 décès actuellement. Il y a plus de 100 millions de cas. Et en Belgique, on approche des 22 000 morts et on est dans les 750 000 à 770 000 cas diagnostiqués, ce qui veut dire qu'au total, il y a probablement au moins 1,5 million à 2 millions de personnes qui ont fait la maladie, en tenant compte de ceux qui n'ont pas eu beaucoup de symptômes. Et vous savez que l'impact à côté des symptômes, à côté de la souffrance qu'ont eu les personnes qui ont été affectées, il y a eu de multiples autres impacts, qui étaient bien sûr les pertes de revenus et les faillites, je dirais, potentielles, puisque beaucoup sont encore à venir dans de nombreux commerces. Cela a été
le fait qu'il y a eu des situations psychologiquement extrêmement dures à supporter par beaucoup, avec des burn-out, mais aussi des violences conjugales et des dépressions sévères, y compris dans la population des jeunes d'ailleurs, ce qui nous marque de plus en plus, qu'il y a eu d'énormes lacunes dans l'évolution de domaines comme la culture par exemple, qu'il y a eu des perturbations de scolarité importantes malgré tout ce qu'on a pu faire en Belgique, et la Belgique est un des pays qui a maintenu sa scolarité la plus complète possible par rapport à pas mal d'autres pays d'Europe occidentale, par exemple, et aussi, de point de vue purement somatique, le retard que la surcharge des soins de santé liés au Covid a apporté au diagnostic ou au traitement d'autres maladies, les maladies cardiovasculaires, les cancers, par exemple, dont les diagnostics n'ont pas pu être faits à temps, ou les soins être aussi précis qu'ils eussent dû l'être si on n'avait pas été surchargé par le Covid. Dans ce contexte-là, on a une seule possibilité, c'est d'obtenir une immunité qui va, d'une part, si possible, protéger les personnes à haut risque et surtout donner ce qu'on appelle une immunité de cohorte, une immunité qui va, par l'effet gilet pare-balles, si on peut dire, non seulement protéger celui qui a développé lui-même ses anticorps, mais aussi protéger indirectement les personnes qui refuseraient la vaccination ou dont le corps serait incapable, parce que trop faible, de développer des anticorps après avoir reçu la vaccination. Il y a deux possibilités pour ça. Attendre que la maladie ait couvert assez de personnes. Ait couvert, par exemple, 70% des personnes. On pense qu'il faut à peu près 70-80% des gens couverts dans le pays par une certaine immunité pour protéger les plus faibles qui n'auraient pas été vaccinés ou qui n'auraient pas été infectés. Mais vous voyez sur cette projection de modèle mathématique, la Belgique étant commençant par le bas, le cinquième, 1, 2, 3, 4, c'est le sixième pays, excusez-moi, vous voyez Belgium, et vous voyez la dernière petite boule rouge, c'est bien cette petite boule rouge, elle se projette au niveau du 0,09. Ça veut dire qu'il faudra avoir quelque part entre 80 000 et 90 000 décès dans notre pays pour obtenir dans la population cette immunité. Nous avons déjà pratiquement 22 000 décès, ça veut dire qu'il faudra encore augmenter ce chiffre de pratiquement 60 000 décès. Je pense que personne n'est prêt à jouer la carte de l'immunité naturelle et donc seule l'immunité liée à la vaccination est une possibilité pour l'instant. Et comme l'a très bien précisé Yvon, et c'est repris dans cette phrase de l'OMS, la vaccination, c'est probablement avec, c'est même pas probablement, c'est certainement avec l'adduction d'eau saine dans les maisons, la mesure de santé publique qui a sauvé le plus de monde et qui a le meilleur rapport coût-efficacité. Yvon vous a dit les vaccins les plus chers que nous avons, eh bien, si vous prenez 2 doses de ce vaccin, puisqu'il en faut 2 pour être protégé, vous arrivez au prix de 1 test de dépistage pour le Covid. Donc, un test de dépistage est déjà couvert par les 2 doses de vaccin qui vont vous empêcher de développer la maladie. Et on ne parle même pas, comme aussi l'a évoqué Yvon, du coût d'une journée d'hospitalisation et a fortiori d'une journée de soins intensifs, sans tenir compte, bien sûr, du coût non chiffrable du décès de nombreuses personnes. Alors, c'est quoi un vaccin? Bien, un vaccin, globalement, c'est un morceau qui développe notre immunité. Un morceau de quoi? D'un pathogène. Ici, c'est un morceau de ce virus, du SARS-CoV-2, si on veut l'appeler par son vrai nom scientifique, qui va provoquer dans notre organisme une réaction qui nous protège, parce que si le vaccin ne nous protège pas, il ne sert pas à grand-chose, sans bien sûr engendrer la maladie. Parce que sans ça, effectivement, on aura un prix trop lourd à payer à ce niveau-là. Eh bien, c'est bien ce qui a été développé actuellement. Alors, qu'est-ce qui existe comme vaccin? Il y a pratiquement plus de 200 vaccins qui sont en cours de développement. Beaucoup d'entre eux sont encore à une phase extrêmement précoce et beaucoup d'entre eux ne naîtront jamais. Parce qu'effectivement, il faut bien se dire là-dedans qu'il y a une perte en cours de route liée à des effets secondaires, par exemple, ou au fait que ces vaccins n'induisent pas assez nos moyens de défense pour être réellement protecteurs. Mais on a déjà maintenant plus de 20 vaccins qui sont ce qu'on appelle en phase 3 de développement. Alors d'ailleurs, ce mot un peu bizarre de phase 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire des études dans lesquelles on compare chez des milliers, et le plus souvent maintenant chez des dizaines de milliers de personnes, le vaccin, le candidat vaccin, avec ce qu'on appelle un placebo pour voir s'il protège réellement les personnes, comme les études préliminaires l'ont montré. Il y a, dans ce qui va arriver cette année-ci, ou qui est déjà arrivé en Belgique, 3 grandes plateformes. Je pense que c'est important d'en parler parce que 2 d'entre elles, les 2 premières, c'est la ARN messager, vous voyez là en jaune, celle en vert, le vaccin à vecteur viral, sont des plateformes qui sont très peu connues du grand public. Et donc, ils peuvent attirer une certaine crainte en disant « est-ce qu'on n'est pas là dans le domaine expérimental total? Est-ce qu'on ne s'avance pas trop loin ?» Au contraire de la troisième, vous voyez les protéines recombinantes, ça ce sont des vaccins qui sont beaucoup plus proches
même si ce n'est pas la même chose, bien sûr, de vaccins que vous connaissez, comme celui de la grippe, celui du tétanos, par exemple, ou autre. Dans la première partie, les vaccins ARN messagers, on a le bien connu maintenant vaccin de la firme Pfizer, allié à BioNTech en Allemagne. On a le vaccin de Moderna, la firme américaine. Et on aura dans peu de mois, normalement, le vaccin de CureVac, qui est une firme allemande qui s'est alliée avec à la fois Bayer et GSK. Dans le deuxième groupe, on a le vaccin d'AstraZeneca qui vient d'apparaître en Belgique depuis une semaine maintenant. Et nous aurons normalement aussi, dans peu de mois devant nous, un vaccin de la firme américaine Johnson & Johnson, mais allié avec son bras vaccinateur, si on peut dire, qui est un bras belge, qui est la firme Janssen Pharmaceutica de Beers, qui est bien connue et qui est d'un même type de vaccin que celui d'AstraZeneca. On parlera peu de la troisième forme qui n'arrivera pas avant de très nombreux mois. On voit que la Belgique, et cette diapositive-ci n'est pas à jour, a commandé des doses extrêmement importantes de vaccins. Nous avons actuellement en Belgique de quoi potentiellement, pas maintenant bien sûr dans nos coffres forts, surgélateurs et frigos, mais potentiellement préacheter, de quoi vacciner entre 1,5 fois et 2 fois la population. Ceci a été fait, et vous le savez probablement aussi, parce que lorsque ces achats groupés au niveau de la communauté européenne ont été décidés, on ne savait pas encore exactement si ces vaccins passeraient tous à travers les fourches codines des agences d'enregistrement et qu'il fallait prendre des précautions pour avoir in fine assez de vaccins si certains d'entre eux tombaient en cours de route. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'étagement des vaccins achetés par la communauté européenne, qu'a suivi la Belgique, est un étagement sur de nombreux vaccins. Vous voyez 5 premiers d'entre eux ici, l'AstraZeneca que nous avons, le Pfizer-BioNTech que nous avons, le Moderna que nous avons, et entre ceux-ci, celui de Johnson & Johnson et Janssen et celui de CureVac. Ces vaccins se donnent, comme vous le voyez, tous en 2 doses, sauf un vaccin que nous n'avons pas encore, le vaccin de Johnson & Johnson et Janssen, qui se donnera en 1 seule dose. Et ces vaccins sont caractérisés, on l'a tous vu à la télévision, pour l'instant, par des manières d'être stockés extrêmement différentes. Très complexe pour l'AstraZeneca, qui doit être à moins 75 degrés, les surgélateurs que nous n'avons évidemment pas tous chez nous et que même dans l'industrie coûtent fort cher, il est fallu se procurer. Surgélateurs beaucoup plus classiques à moins 20 degrés, pratiquement comme ceux que vous avez dans vos cuisines pour des vaccins comme Moderna. Et heureusement pour l'AstraZeneca et pour plusieurs vaccins qui vont venir, des simples frigos. Je comprends, hein, c'est des frigos pour contenir des vaccins. Vous n'allez pas l'acheter chez Krefeld ou chez Carrefour, mais ce sont des frigos très faciles et qui sont à coût beaucoup moindre. Alors, vous voyez ici le plan, je dirais, théorique. Je dis théorique pourquoi? Parce que ce plan, et Yvon vous l'a suggéré, bouge un peu en fonction de l'apport des différents vaccins. Les firmes nous délivrent actuellement les vaccins à des rythmes très variables qui changent malheureusement pratiquement 2 fois par semaine. Certains, tout d'un coup, vous disent qu'on aura la moitié des doses, puis qu'on aura un peu plus que les doses. Et donc, il faut adapter tout ceci. Ça fait bouger ce schéma vaccinal. Mais vous voyez, globalement parlant, que nous sommes maintenant au courant du mois de février, que nous avons donc vacciné les maisons de repos et de soins. Yvon vous a dit que ça se terminait en Wallonie maintenant, que les hôpitaux sont en pleine phase de vaccination, qu'on est en train de commencer à vacciner le personnel hospitalier, le professionnel de santé de première ligne, et que nous sommes donc au seuil de ces vaccinations des institutions collectives de soins, d'autres personnels par exemple, et à partir de mars, probablement mi-mars, on va commencer à vacciner les personnes de plus de 65 ans et les personnes à risque dans différentes structures qui vous sont pour information détaillées ici. Je sais que la crainte principale quand on fait des sondages actuellement concernant les vaccins, c'est 1, comment est-ce possible de créer quelque chose aussi vite? Et 2, c'est est-ce que vous êtes sûr qu'on ne va pas avoir d'abominables effets secondaires? Et nous allons entre autres détailler ces 2 points dans l'exposé qui vient. Alors, est-ce qu'on a été comme Speedy Gonzalez ici et qu'on a brûlé les étapes? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le développement de ces vaccins a été basé sur des progrès en immunologie, en technologie génétique extrêmement importants depuis les 5 à 15 dernières années. On a progressé de manière telle que, pour vous donner une idée, lorsque ce virus a été identifié dans les premiers jours de janvier, en ayant les 72 heures, la carte génétique complète de ce virus, donc exactement comment il a été formé, était connue, ce qui était impensable il y a 5 ou 10 ans. Et elle a été diffusée de par le monde, faisant que tous les laboratoires de recherche, aussi bien privés que publics, étaient informés et pouvaient lancer leurs investigations. Qu'on a développé
pour le monde vétérinaire, mais aussi pour le monde humain, depuis une bonne quinzaine d'années, un certain nombre de nouvelles plateformes, et on va en parler, qui permettent de développer beaucoup plus vite des très grosses quantités de vaccins adaptés éventuellement à des pandémies et avec une réaction immune beaucoup plus forte, beaucoup plus adéquate que celle que les anciens vaccins provoquent la plupart du temps. C'était basé aussi sur le fait que les coronavirus nous avaient donné deux grands coups d'alerte sérieux dans le passé proche. En 2003-2004, nous avons connu le SARS, pour ceux qui s'en souviennent, né en Extrême-Orient, né du côté de Singapour et de Hong Kong, qui avait surtout touché l'Asie, un petit peu le Canada, les États-Unis, pathologie qui tuait à peu près 10% des gens atteints. Et ce SARS était lui aussi caractérisé par le fait qu'il entrait à l'intérieur des cellules par une sorte de clé d'entrée qui était une protéine S, une spike protéine. Ça vous rappelle des choses? Bien sûr, parce que c'est cette même spike protéine qui sert au coronavirus actuel pour entrer dans nos cellules. En 2012 est apparu au Proche-Orient un autre coronavirus dangereux qui passe par les chameaux, si on peut dire interposé, qui s'appelle le MERS. Et ce MERS, eh bien, il entre aussi par la spike protéine à l'intérieur de nos cellules. Des firmes avaient commencé à développer des vaccins contre ces deux pathologies, et lorsqu'elles se sont rendues compte qu'on avait un coronavirus qui entrait lui aussi par sa spike protéine, eh bien l'idée est venue en 2-3 semaines de temps de prendre les vaccins qui étaient en voie de développement ou qui avaient été développés pour ces pathologies, de changer la spike protéine, la clé spécifique du SARS et du MERS, en y mettant la clé spécifique du SARS-CoV-2, de l'agent pathogène de la COVID que nous connaissons maintenant, et de lancer des études en épargnant ainsi des mois et des mois de recherche qui sont habituellement nécessaires. Vous avez tous vu l'engouement scientifique que cette pathologie a développé, à la fois parce que c'est une question de prestige, bien sûr, mais aussi parce que c'est une question de santé publique, et les fonds considérables, en milliards, en dizaines de milliards, qui ont été investis tant par le privé que par le public. Les États-Unis et la communauté européenne ont financé, ont préfinancé ces recherches de manière, je dirais, jamais égalée jusqu'à présent. Il y a eu un engouement aussi au niveau des études cliniques. Les volontaires se sont pressés au portillon pour être présents dans les études, et en 24-48 heures, la plupart des firmes ont eu leur quota de volontaires, alors que d'habitude, il faut des semaines, si pas des mois, pour réunir le nombre de personnes nécessaires. Et je dirais, il y a aussi deux points extrêmement importants qui sont probablement aussi les forces majeures pour le développement rapide de ces vaccins. C'est d'une part le fait qu'on a comprimé les délais administratifs. On a ici ces fameuses spike protéines. On a comprimé les délais administratifs pour faire accepter ces vaccins. Comprimer ne veut pas dire qu'on a supprimé des étapes. Ça veut dire qu'on a effacé toutes les longueurs administratives qui marquaient le développement, et qui marquent d'ailleurs toujours le développement tant des vaccins que des produits pharmaceutiques. Vous voyez sur cette diapositive la barre du haut qui vous montre qu'il faut entre 7 et 15 ans d'habitude pour développer un produit. Parce qu'on commence par une idée, on essaye chez la souris, et puis ça évolue petit à petit. Ici, pour le SARS-CoV-2, on avait déjà la clé préexistante, cette fameuse clé dont je vous ai parlé, la spike protéine. On avait déjà des plateformes de développement, et lorsque l'on a commencé les études cliniques, on a pu, vous voyez la barre rouge, la barre jaune, la barre bleue, eh bien on a pu non pas les faire disparaître, mais les faire succéder les unes après les autres, et j'ai envie de dire même les faire s'engrainer l'une dans l'autre. Comment? Eh bien très simplement en partageant les données liées à ces études entre les scientifiques des firmes, que l'on pourrait être éventuellement perturbés parce qu'ils ont un conflit d'intérêts, ils travaillent pour le privé, avec les scientifiques qui sont payés par les gouvernements pour examiner à la loupe tous les résultats d'études cliniques au niveau des agences régulatoires. C'est la FDA aux États-Unis et l'Agence européenne des médicaments chez nous. Ces gens ont collaboré en connexion permanente, faisant que lorsqu'il y avait un problème quelque part, chacun examinait ce qu'il fallait faire pour avoir la solution à ce problème. Et on ne déposait pas un dossier qui mettait des mois et des mois à être examiné, on renvoyait la balle à l'autre, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait perdre énormément de temps d'habitude dans l'agrément. Il est bien sûr que d'autres médicaments, d'autres vaccins ont payé ce tribut. Ils ont été mis sur le côté pendant de nombreux mois parce que tout le monde s'occupait de ce qui était développement des vaccins contre le Covid. Et enfin, le dernier point, c'est que cette fois-ci, le privé comme le public ont pris le risque de déjà reconvertir certaines usines ou construire certaines usines de production de vaccins avant même
qu'on ait la certitude que le vaccin était efficace. Et dès que le vaccin est connu comme étant efficace, les firmes ont pris le risque, avec l'argent du public d'ailleurs, entre autres, de faire produire par ces usines le vaccin en question, quitte à le mettre à la poubelle, si on peut dire, si le vaccin ne se révélait pas efficace in fine, quitte à le mettre à la poubelle si le vaccin se révélait non sûr in fine. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent, mais ça pourrait être le cas d'autres produits en cours de développement. Et ceci a permis que dès que l'agence européenne ou américaine a dit « c'est OK », que des dizaines de millions de doses de vaccins soient envoyées aux États-Unis ou en Europe pour honorer les précommandes, alors qu'en temps habituel, il faut encore développer ces usines, lancer la production, et il faut encore 6 mois, 1 an, avant que des vaccins commencent à sortir de manière efficace. Alors, ces deux plateformes dont on vous a parlé, ces deux plateformes qui permettent de produire beaucoup de vaccins très immunogènes rapidement, on va s'y attarder un petit peu et on va commencer par la première, celle du vaccin Pfizer, celle du vaccin Moderna. Que fait-on d'habitude dans un vaccin? Je vous dis, on vous donne une petite partie du virus contre lequel nous allons développer surtout des anticorps et éventuellement un certain nombre de cellules tueuses de manière à bloquer l'infection, à tuer le virus. Eh bien ici, on ne vous donne pas cette petite partie du virus. Non, on vous donne le plan pour le construire vous-même. On vous donne un plan, et c'est pratiquement comme un plan d'IKEA, vous allez me dire, mais c'est pas si compliqué que ça. Eh bien, on vous donne un plan qui est l'ARN messager. Cet ARN messager, il contient la petite partie du génétique du virus qui code pour la fameuse protéine S. Et on vous l'injecte dans votre muscle de l'épaule, entouré d'une particule de lipides, des nanoparticules de lipides, qui sont là pour le protéger. Parce que si vous l'injectez tel quel, en quelques minutes de temps, nous avons plein d'enzymes qui coupent cet ARN et le font partir en petits morceaux. Il ne sert plus à rien. Et le plan est détruit comme s'il y avait un grand vent et un torrent de pluie qui tombait dessus. Pour que ce plan soit lisible par nos cellules là où on l'injecte, on doit l'injecter dans ces petites particules lipidiques. Et ces particules lipidiques sont d'ailleurs responsables du fait qu'il faut le garder à aussi basse température et probablement responsables de certains effets secondaires dont on va discuter ensemble. Ce petit plan, eh bien, il arrive dans nos cellules et nos cellules le lisent et produisent elles-mêmes la spike protéine, la protéine S, l'expriment à leur surface. Et ces petites particules vont ainsi nous faire développer des anticorps et des cellules tueuses de virus. C'est la première manière, celle des ARN messagers. Ils n'ont pas besoin d'adjuvants pour fonctionner convenablement. Et au bout de quelques jours, 3 à 7 jours, ils ont complètement disparu. Ils finissent par être coupés en petits morceaux, justement, par ces enzymes que nous avons lorsqu'ils ne sont plus protégés par les particules lipidiques qui sont dans l'injection du vaccin de départ. Ça, c'est la première manière, et ce sont des manières qui avaient été depuis longtemps envisagées pour les pandémies, parce qu'on sait qu'on peut produire très vite des dizaines et des centaines de millions de doses de ces vaccins très immunogènes. Une autre manière de le faire, ce n'est pas de vous donner le plan de construction de cette protéine S, mais vous donner le plan, je dirais, en vous le donnant dans un véhicule. On met le plan dans une sorte de voiture qui vous l'amène. Et c'est le principe des virus non réplicatifs. C'est quoi ce nom barbare? Eh bien, on prend ce qu'on appelle un adénovirus. C'est un virus qui donne d'habitude des petites angines, par exemple, des infections extrêmement banales, soit chez l'homme, soit chez des êtres proches de l'homme comme le chimpanzé. Et ce virus, on l'empêche de se reproduire. C'est comme si on le castrait d'une certaine manière. Quelqu'un qui est castré, par définition, ne sait pas se reproduire. Eh bien, on castre ce virus, il ne sait pas se reproduire, mais il peut vivre là pendant quelques jours, là aussi, 5 à 7 jours à peu près, et il va faire son petit boulot de synthétiser des protéines à partir de son patrimoine génétique. Eh bien, dans son patrimoine génétique, on a inséré le petit bout du patrimoine génétique du virus Covid, celui qui fait la protéine S. Le virus va donc très gentiment produire cette protéine S, et elle va nous servir pour développer notre immunité. Il s'agit donc d'un virus qui n'est pas un virus capable de donner l'infection, parce qu'il ne peut pas d'ailleurs se multiplier et ainsi se protéger. Et bien sûr, on a pris la précaution au départ de prendre un virus d'une maladie qui donnait soit pas de symptômes, soit des petits symptômes de type angine, par exemple. Est-ce que c'est efficace? Ben oui, vous avez tous entendu parler de ces chiffres d'efficacité remarquables. Vous savez tous que le vaccin contre la grippe
c'est plus ou moins efficace selon la saison, entre quelques dizaines de pourcents et 40 à 60%. Et vous avez tous entendu parler de ces vaccins comme Moderna et Pfizer qui nous protègent, en tout cas dans les études cliniques, de l'ordre de 95%. On a dit la même chose pour le Sputnik. Quand vous voyez ici les 70% d'AstraZeneca, on va moduler ça ensemble et je vous montrerai qu'on atteint plus de 80% lorsqu'on l'injecte de manière adéquate. Ces pourcentages extrêmement élevés, c'est ce qu'on a avec des très bons vaccins, comme celui contre la rougeole, par exemple, avec des très bons vaccins contre la polio, qui atteignent eux-mêmes 97 à 99%. Donc on n'est pas tout à fait au niveau des références d'excellence, on est presque au même niveau, et ça a surpris tout le monde qu'on ait d'emblée d'aussi bons vaccins contre une pathologie qu'on ne connaissait pas un an avant. Vous voyez ici quelques détails de l'étude de Pfizer. Il vous montre quoi? Eh bien, il vous montre que sur des groupes extrêmement importants, et c'est un point, je pense, qu'il faut souligner aussi, que je n'ai pas relancé là tout de suite, ces vaccins n'ont pas été testés sur 200 personnes, sur 3000 personnes. Ces vaccins ont été testés avec des groupes de comparaison dans lesquels les personnes qui reçoivent le vaccin sont entre 15 et 20 000 personnes, c'est-à-dire entre 3 et 5 fois plus que tous les autres vaccins qui ont été mis sur le marché pour l'instant. Donc c'est extrêmement important, ce n'est pas des vaccins qui ont été faits à la va-vite sur un petit nombre, ils ont été faits rapidement, mais en respectant les différents processus et en le faisant sur un grand nombre de sujets testés. Et vous voyez que sur ces participants, eh bien, on a 95% d'efficacité, c'est-à-dire que chez les gens qui sont vaccinés, c'est le chiffre rouge, la BNT, etc., il y en a 8 qui développent un Covid symptomatique, une grippe, un trouble du goût par exemple, alors qu'il y en a 162 si on reçoit du sérum physiologique comme placebo. Et des gens qui sont fortement malades, il y en a un malgré tout, il faut le reconnaître, qui a reçu le vaccin, il y en a 9 surtout dans le groupe placebo. Et donc très clairement, on a une protection de l'ordre de 95% pour la maladie, y compris, vous voyez dans les strates d'âge ici, les gens de plus de 65 ans, au bout de ma flèche, les gens de plus de 75 ans. Leur nombre est limité, bien sûr. Mais d'habitude, dans les essais de vaccins, on n'essaye jamais ça chez les gens de plus de 65, 75 ans. Donc c'est une des premières fois aussi les vaccins ont été testés dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de la vie réelle. Des gens qu'on veut vraiment protéger et pas simplement de gens en bonne santé qui testent le vaccin alors qu'on peut douter que nous ayons un système immunitaire, nous les vieux, qui soit l'équivalent de ces jeunes personnes. Eh bien, vous voyez que là, l'efficacité est du même ordre de grandeur, 94 à 100%. Ceci, c'est le vaccin Moderna. Je ne veux pas vous prendre les deux tableaux, mais voyez le petit texte qui est très, très indicatif. Il vous montre quoi? Que si on est vacciné, 11 personnes font une sorte de grippe, 185 dans le groupe placebo. C'est le même genre de protection que le vaccin de Pfizer. Et ce qui parlera encore plus ici, c'est que chez les gens qui ont été vaccinés, aucun ne fait un Covid sévère. Aucun ne décède, alors que 29 personnes font un Covid sévère dans le groupe placebo et une personne décède de la maladie. Donc très clairement, on a une protection extrêmement efficace. Alors vous allez me dire le vaccin AstraZeneca, qui arrive maintenant avec des bruits pour dire qu'il protège moins bien, est-ce qu'il est efficace, etc. Qu'en est-il? Eh bien, vous voyez sur les courbes ici en dessous qu'elles ressemblent très fort, d'ailleurs aux courbes que je vous ai montrées pour les autres vaccins, mais prenons le petit texte en rouge que je vous montre ici. La protection avec les différentes manières dont elle a été administrée, avec différentes périodes entre les deux doses du vaccin, nous montre 70% d'efficacité. C'est ce que je vous ai montré il y a quelques instants. Ce que l'on sait maintenant, c'est que si on sépare ces deux vaccins d'une période de 12 semaines, donc d'une période de 3 mois, on atteint 82% d'efficacité. Et c'est dans ce contexte-là que la Belgique a décidé d'employer ces 12 semaines pour avoir 82% d'efficacité. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau, mais ça veut dire que pendant 3 mois, moi, je ne suis pas protégé. Ce serait évidemment prendre un risque si c'était le cas, mais ce n'est pas le cas. Parce que ce que l'on sait, c'est que après la période nécessaire pour développer les anticorps, et c'est le cas pour tous les vaccins, c'est une période qui dure à peu près 2 à 3 semaines, ici elle dure 3 semaines, et bien la protection entre cette 3e semaine où l'immunité commence à apparaître et la 12e semaine, elle est de l'ordre de 73 à 76%. Donc on a déjà un vaccin qui protège dans pratiquement 3/4 des cas, en attendant d'avoir un vaccin qui protège dans 82% des cas après qu'on ait reçu sa 2e injection. Et donc, je pense qu'il faut vraiment être extrêmement clair. C'est un vaccin qui donne une protection efficace et qui donne surtout une protection majeure et complète dans les données qu'on a pour l'instant pour les formes sévères de la maladie, celles qui vous emmènent à l'hôpital, celles qui vous emmènent en soins intensifs et parfois plus loin. Et ce qui est important maintenant, c'est d'être protégé contre les formes sévères,
même si il y a un peu plus de gens qui font des formes légères de la maladie avec le vaccin AstraZeneca qu'avec les vaccins à ARN messager. Pour combien de temps? Pour combien de temps et après combien de temps est-on protégé? Eh bien, je viens de vous le dire, on est protégé à peu près au bout de 12 à 14 semaines convenablement par les ARN messagers. Il faut attendre 21 jours, à peu près 8-9 jours de plus pour les vaccins comme l'AstraZeneca pour avoir la protection dont je viens de vous parler. Est-ce qu'on a un risque d'effet secondaire? Vous voyez que les messieurs une moustache, ça c'est pas bien grave, que les dames et les enfants un nez, ça ce serait plus embêtant. Eh bien, non, on n'a pas ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'on a comme effet secondaire? On a des effets secondaires extrêmement classiques, peut-être un peu plus fréquents qu'avec les vaccins habituels que vous allez faire pour partir en voyage, par exemple, comme l'hépatite A ou d'autres vaccins. On considère que dans les études cliniques, un nombre important de personnes, 30 à 70%, avaient un peu mal localement, avaient un petit gonflement, avaient un peu mal de tête, faisaient un peu de fièvre, se sentaient un petit peu fatigués. On est frappé par les données actuelles recueillies en Israël, par exemple, avec des millions de vaccinés, aux États-Unis, avec des millions de vaccinés, on se rend compte que le pourcentage de gens qui déclarent un effet secondaire, il est de quelques pourcents, et pas du tout au pourcentage aussi élevé qu'on pouvait éventuellement le craindre dans les études cliniques, qui, il faut bien l'avouer, vous posent beaucoup de questions et vous poussent bien à vous souvenir que bah oui, ça faisait un peu mal et il ne faut pas que j'oublie de le dire. Donc, effets secondaires locaux régionaux qui existent, il faut bien le savoir, mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un petit mal pour un grand bien après. Et je pense que nous sommes suffisamment grands et adultes pour savoir que s'il y a un grand bien, eh bien, ça vaut peut-être la peine de souffrir, dans certains cas, un petit mal au niveau de l'épaule où on a eu l'injection en question. C'est la même chose pour l'AstraZeneca. Est-ce qu'il y a des adjuvants qui font peur à beaucoup de monde? Il n'y a pas d'adjuvants dans ces vaccins. Aucun des vaccins, ni Pfizer, ni Moderna, ni AstraZeneca ne contiennent un adjuvant. Je pense personnellement que les adjuvants ne sont pas des animaux maudits qu'il faut bannir, mais pour ceux qui auraient peur des adjuvants, ceci simplifie la discussion. Il n'y a pas d'adjuvants qui sont présents. Il n'y a pas de latex non plus qui intervient dans le capuchon ou autre chose, donc il n'y a pas d'allergie croisée avec du latex. Alors, est-ce qu'il y a des effets secondaires à craindre au long cours? Ce qu'il faut savoir, c'est que les effets secondaires les 6 semaines après la vaccination. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle toutes les autorités d'enregistrement pour ces vaccins ont demandé que le dossier ne leur soit soumis qu'après au moins 2 mois d'injection des vaccins à tous les participants aux études. Donc on avait un minimum, parfois beaucoup plus bien sûr, mais un minimum de 2 mois de recul permettant d'exclure qu'apparaissent, pour 95% des cas en tout cas, des effets secondaires chez les personnes en question. Et c'est ce qui a permis d'enregistrer ces vaccins en considérant qu'ils étaient sûrs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a développé, dans le contexte où les gens craignent, on le comprend, les effets secondaires de vaccins qui sont apparus aussi rapidement, on a développé de par le monde une structure extrêmement large de surveillance des effets secondaires. Tant au niveau national, c'est l'Agence du médicament qui en est chargée, et l'Agence du médicament, toutes les semaines, sort la liste complète des effets secondaires qui sont déclarés. Vous pouvez le trouver sur le site de l'Agence du médicament et je pense aussi sur Info Coronavirus, c'est un premier point. Deuxièmement, l'Agence du médicament envoie ça vers une structure européenne qui recense tous les effets secondaires qui sont au niveau européen recensés, quel que soit le vaccin, et les Européens l'envoient, comme les Américains, les Australiens, etc., vers une structure mondiale au niveau de l'OMS, et ceci de manière à avoir, s'il se passait quelque chose de surprenant, le plus rapidement un signal de manière à pouvoir prendre les précautions nécessaires. Il n'est jamais impossible que quelque chose apparaisse. Vous avez beau faire des études cliniques avec 10 000, 15 000, 20 000 personnes, si l'effet secondaire apparaît une fois tous les 100 000 personnes, ce n'est que la vraie vie qui va vous le montrer. C'est le cas pour tous les médicaments et le vaccin est un médicament comme un autre. Il faut surtout être prêt à réagir rapidement si quelque chose venait à apparaître à ce niveau-là. Et un des points qui est apparu, c'est le problème dans certains cas de réaction allergique au vaccin ARN messager. On ne vise pas spécialement l'AstraZeneca, on n'a peut-être pas encore assez de recul, on vise là les vaccins comme Pfizer et Moderna. Qu'est-ce qu'on a pu constater? On a pu constater que de manière rarissime, c'est-à-dire une fois tous les 100 à 120 000 personnes à peu près, avec ce type de vaccin, on peut avoir des personnes qui font ce qu'on appelle de l'anaphylaxie. Pour ceux qui ne sont pas trop proches du monde médical, ça signifie qu'on fait des très fortes réactions allergiques qui apparaissent très peu de temps après l'injection du vaccin. C'est d'habitude 5, 10, 15 minutes, rarement jusqu'à 30 minutes.
hyper rarissimement plus tard que 30 minutes. Et c'est la raison d'ailleurs fondamentale pour laquelle on demande à tout le monde, c'était le cas pour les patients dans les maisons de repos, les résidents, c'est le cas pour vous quand vous allez vous faire vacciner, c'était le cas pour moi, j'ai eu un premier vaccin il y a une quinzaine de jours, j'attends le deuxième, d'attendre 15 à 30 minutes pour vérifier que vous n'avez pas d'effets secondaires. Ces effets secondaires sont pas réservés à, mais majoritairement présents dans leur toute petite quantité, bien sûr, hein, puisqu'on en a très peu, aux personnes qui ont déjà développé de sévères effets secondaires lorsqu'ils étaient vaccinés. Ce n'est pas l'effet secondaire aux moules, aux fraises, à la piqûre d'abeille qui est importante. Ce sont des gens qui ont fait des effets secondaires graves devant des composants de vaccins. Et ici, un des composants qui est, pour certains de ces vaccins, nécessaire pour leur conservation à basse température, ce qu'on appelle le polyéthylène glycol, qui est une sorte d'antigel, à vrai dire, hein, pour être extrêmement clair, eh bien, c'est probablement à lui que l'on fait cette réaction allergique. C'est totalement traitable, il faut traiter ça rapidement, immédiatement, par une injection d'adrénaline et de cortisone, et c'est la raison pour laquelle tous les endroits où la vaccination se passe sont dans des milieux où la réaction adéquate à cette manifestation allergique peut être traitée par les médicaments adéquats, et c'est ça qui rend fondamentale la présence d'infirmières ou de médecins et de matériel pour les rarissimes situations, j'insiste, où ça pourrait se présenter. On peut parfaitement être une femme enceinte, on peut parfaitement prévoir d'être enceinte, on peut parfaitement allaiter lorsque la vaccination est prévue. L'avis rendu par le Conseil supérieur de la santé, il faut le lire vraiment et pas entre les lignes, ne met aucune contre-indication. Il dit simplement, nous n'avons pas, et c'est inévitable, de données de recul, puisque on n'essaye jamais en première intention un nouveau médicament, et donc un nouveau vaccin, ni chez les petits-enfants, ni chez les femmes enceintes. C'est maintenant que ces études sont en cours, et les données que nous avons sont des données liées à l'apparition de grossesse, je dirais involontaire, chez un certain nombre de participants aux études. Aucune des données dont on dispose pour l'instant ne montre quoi que ce soit. Les études faites là chez l'animal ne montrent rien du tout non plus. Mais à nouveau, on veut prendre des précautions, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, on dit aux gens, si vous pouvez postposer une grossesse, faites-le par mesure vraiment de principe de précaution. Mais il n'y a pas intrinsèquement de raison d'avoir des craintes. Et on peut donc parfaitement être enceinte ou allaiter, tant avec les vaccins ARN messagers que les vaccins à vecteurs viraux. Si je suis malade, est-ce que je me fais vacciner? Mais attendez 2 semaines. Ne vous faites pas vacciner en même temps parce que les effets secondaires du vaccin plus la maladie, ça n'a rien d'agréable. Et donc, on conseille toujours d'attendre au minimum 2 semaines, de s'être rétabli avant de faire une vaccination. C'est vrai pour tous les vaccins. Ceci n'est pas une primeur pour le vaccin Covid. Est-ce qu'on doit se faire vacciner sur les anticorps? Oui, nous pensons que oui. Et hier, le Conseil supérieur de la santé, la task force vaccination, ont conseillé de garder 2 doses vaccinales. On sait que chez certaines personnes, une minorité, ça donnera un peu plus d'effets secondaires locaux ou de fatigue ou un peu de température. Mais les données que nous avons actuellement pour embrayer sur la politique française, qui est de ne donner qu'une seule injection, nous paraissent extrêmement ténues. Ce sont des données purement in vitro, dans les tubes à essai, ce n'est pas des données cliniques. Ce sont des données qui sont liées à du sérum prélevé chez des gens jeunes en bonne santé et pas du tout aux personnes âgées, comme les personnes de plus de 65 ans, par exemple, qui vont être vaccinées bientôt. Et ce sont des données qui nous donnent une réassurance partielle concernant la protection que le vaccin pourra conférer sur ces fameux nouveaux variants. Pour ne pas, si on peut dire, baisser la garde trop tôt dans ce contexte-là, en Belgique, nous préférons continuer à donner 2 doses de vaccin aux personnes qui ont déjà fait un Covid. Est-ce qu'on est contagieux à cause du vaccin? On n'est pas contagieux à cause du vaccin. On ne vous donne pas le virus, vous ne pouvez pas être contagieux. Par contre, ce qu'on ne sait pas encore bien, et c'est dommage, mais les études sont en cours, et ça sera très important de les avoir, c'est savoir si quelqu'un de vacciné peut encore involontairement transmettre le virus. Est-il encore, lui, pas malade, mais le virus ricoche, si on peut dire, sur sa gorge, sur son nez, il reste un jour ou 2, puis disparaît, mais il a eu le temps d'être transmis à quelqu'un d'autre qui n'était pas protégé. Cette protection partielle, elle existe, mais on ne connaît pas la quantité exacte de cette protection. Et donc, il reste vraiment à le définir pour voir si les personnes vaccinées auraient droit à un certain nombre de privilèges, ou en tout cas seraient moins capables de transmettre le virus. C'est trop tôt pour le savoir, je pense qu'il ne faut pas se lancer là pour l'instant. Est-ce qu'on peut être infecté? C'est rare, effectivement. Combien dure la protection vaccinale? On n'en sait rien, on pense que c'est au moins de l'ordre de 8 mois, probablement au moins d'1 an, mais comme pour toute situation, c'est l'histoire et le déroulé des circonstances qui nous le montreront. Est-ce que ce vaccin va changer en cours de route? Oui,
Les firmes sont déjà en train de préparer les vaccins en réajustant vers certains variants, qui, si nécessaire, c'est pas dit qu'il le faudra, à donner une injection de rappel, un booster, comme on dit, pour remettre à jour notre processus immunitaire un peu pour, vous le savez, hein, les gens qui ont certains jeux ou qui ont des voitures électriques qui à distance sont remises à neuf, comme les Tesla par exemple ou autres, avec des nouveaux programmes, et bien on pourra remettre à neuf si nécessaire notre système immunitaire si on se rend compte qu'il n'est plus adéquat par rapport à certains variants. Et donc je pense que le but de ceci était de vous montrer que d'une part, on n'a pas fait l'épargne d'études adéquates avant de mettre ces vaccins sur le marché, qu'on a bien surveillé ce qui se passait et que le seul effet secondaire qui était inattendu et qui s'est révélé dans l'usage par dizaines de millions aux États-Unis et en Europe, ce sont ces rarissimes allergies sévères qui arrivent une fois sur 100, 120 000 et contre lesquelles on peut parfaitement traiter si on laisse les gens 15 à 30 minutes en attente, qu'on a une efficacité qui est considérable, que ces technologies nouvelles nous ont permis de développer très vite en grosse quantité ces vaccins, qui étaient finalement la seule réponse qu'on pouvait avoir par rapport à cette pandémie. Je vous remercie pour votre attention. Je vais céder la parole au maître de musique, si on peut dire, qui est Yvon, de manière à discuter tous ensemble vos questions. Merci beaucoup. Merci Yves. Voilà, donc je vais prendre les questions comme nous le faisons chaque fois dans l'ordre, qui est une façon un peu liée à cette technologie un peu impersonnelle du webinaire, mais qui nous permet d'être quand même en connexion avec vous en assez grand nombre, de répondre à vos questions, d'essayer de réagir ou de dire qu'on ne sait pas, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas. Et je pense que Yves en a soulevé quelques-unes dans son exposé. Alors, enregistrement de la formation pour tout le personnel. Donc, deux choses. Tous nos webinaires sont accessibles sur le site de la VIC et vous retrouverez donc très vite celui d'aujourd'hui. Il y a aussi sur le site de la VIC un jeu de diapositives en accès libre pour faire des présentations, si vous le souhaitez, entre professionnels. Ce n'est pas un jeu de diapositives déjà conçu pour le grand public. Nous sommes occupés à préparer celui pour le grand public, puisque vous savez qu'on ne vaccinera la population générale que dans un bon mois, mais pour faire des présentations à l'intérieur de vos structures, il y a ce jeu de diapositives. Elle est occupée à être mise à jour. Je pense que la nouvelle version sera là lundi matin avec les données complémentaires d'AstraZeneca, puisque jusqu'à présent, elles étaient centrées sur les deux vaccins disponibles, qui étaient les deux vaccins mRNA. Est-ce que les personnes sans papier seront concernées? Oui. Nous travaillons à une procédure qui permette de les vacciner. La volonté est de ne laisser personne sur le bord de la route, pas plus les sans-papiers que les sans-abri ou que les personnes plus vulnérables, avec une stratégie qui est effectivement, comme est rappelé dans la troisième question, qui est une contribution de la Croix-Rouge, en faisant appel aussi à des transports sociaux, transport des mutuelles, taxis collectifs, transport qui existent dans un certain nombre de communes, puisque la priorité sera d'essayer d'amener le maximum de gens à rentrer dans la structure, je dirais, habituelle de gestion de la vaccination. J'ai répondu à l'accès à l'enregistrement. Donc, vous aurez accès à l'enregistrement et au set de diapositives. Voilà l'adresse que Phyllis a gentiment déjà inscrite dans le chat, covid.avic.be, sur lequel vous retrouverez les autres webinaires qui ont été faits et à partir de lundi, celui d'aujourd'hui. Voilà. Alors, l'idée d'un camion de vaccination Covid mobile,
donc il y a actuellement plusieurs stratégies qui sont développées pour aller vers les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, mais aussi pour augmenter la couverture dans les zones rurales. Donc on aura au cours de la semaine prochaine les décisions qui seront prises. Nous avons beaucoup travaillé avec les gouverneurs des provinces wallonnes pour installer des centres de vaccination temporaires, itinérants, dans des régions d'accès plus difficiles, mais pour éviter que ces personnes-là n'aient des distances significativement plus grandes que les autres pour accéder aux centres de vaccination. Alors, la stratégie de sensibilisation, qui est l'objet d'une autre question aussi de quelqu'un de la Croix-Rouge, est effectivement un point sur lequel nous avançons. Donc, il y aura du matériel d'information pour soutenir la formation et l'information de personnes plus vulnérables ou pour lesquelles le discours général n'est pas adéquat, ne correspond pas à leurs préoccupations. Alors, vous mettez ici en évidence les migrants en transit, mais c'est un cas particulier parmi d'autres. Il y a simplement parfois l'obstacle de la langue ou de la culture, et donc nous développons pour le moment une vingtaine de versions de nos documents d'information dans toute une série de langues les plus usuelles que l'on rencontre dans notre pays. Il y a le problème des malentendants, le problème des aveugles, il y a le problème des analphabètes, et puis il y a effectivement toutes les personnes qui ont d'autres préoccupations, parfois plus compliquées à mobiliser. On pense aux groupes de sans-abri ou aux toxicomanes, par exemple, pour lesquels il faudra développer, et nous y travaillons, des messages plus ciblés, plus adaptés à leur situation. Un des éléments importants, et je pense que Yves n'en a pas parlé parce qu'il n'est pas encore disponible, c'est l'arrivée que nous attendons avec impatience d'un vaccin en une dose, qui est le vaccin de Janssen Pharmaceutica, qui est annoncé en une dose et qui, pour les personnes chez qui il va falloir aller faire une vaccination vers eux, une telle présentation du vaccin serait un avantage considérable. On a déjà eu 2 rencontres avec la firme. Ils ont 2 essais cliniques en cours, l'un avec une dose, l'autre avec 2 doses, mais on a des informations préalables comme quoi ils demanderont très probablement l'enregistrement du vaccin en une dose, ce qui serait une très très bonne nouvelle lorsque l'on s'intéresse aux groupes vulnérables dont on parle ici. Oui, donc public ayant des difficultés de lecture, sans-abri, famille Roms, on a parlé de ces éléments-là. Copie de la vidéo, on en a parlé. D'autres virus. Alors, est-ce qu'il existe, Yves, je pense que c'est une question qui te revient, existe-t-il d'autres virus de ce type présentant des symptômes particuliers? Tout à fait, mais j'ai envie de dire que non, dans les virus courants, non, c'est le premier virus. D'ailleurs, au départ, lorsque ce virus est apparu en Chine, on était parti sur la pneumonie. Lorsque ce virus est arrivé en Europe, on ne savait pas qu'il pouvait donner ces thromboses et ces embolies. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, au début, on ne donnait pas d'anticoagulants aux personnes qui étaient sévèrement malades, et ça a été appris sur le terrain. C'est un des facteurs qui a amélioré le pronostic des personnes sévèrement infectées. Ça a d'ailleurs été la première étape importante dans le domaine en question. Et donc, c'est atteinte par ce qu'on appelle une sorte d'endothélite, c'est-à-dire qu'on fait une inflammation de la paroi qui s'appelle l'endothélium en termes médicaux des vaisseaux, n'importe où dans l'organisme, fait que ce virus est capable donc d'induire des dégâts n'importe où dans
l'organisme, même si un des lieux privilégiés reste le poumon et les symptômes respiratoires. Donc c'est vraiment, je dirais, comme virus largement répandu, le premier qui a cette propriété dans les virus transmis par voie aérogène, en tout cas, oui, certainement. Alors, je passe une série de demandes identiques d'avoir accès à la présentation ou aux diapositives. Passeport vaccinal. Alors, quid du passeport vaccinal ou de l'enregistrement pour les personnes qui ne souhaitent pas laisser de traces de leur présence en Belgique, donc public sans papier, migrants en transit? Je pense que c'est une question pour moi. D'abord, le passeport vaccinal, pour le moment, n'existe pour personne. Chaque citoyen, à travers masanté.be, a accès à son statut vaccinal et retrouvera les données de sa vaccination Covid, puisque dans l'enregistrement que nous faisons de chaque vaccination, les caractéristiques de la vaccination sont mises à disposition du citoyen et de lui seul et de son médecin à travers ce site. Néanmoins, la question d'une identification, même s'il n'y a pas de passeport vaccinal, serait un obstacle pour un certain nombre de personnes qui ne veulent pas laisser de traces. Et donc, nous en avons encore discuté ce midi et on regarde quelle est la façon dont on pourrait laisser une trace de leur vaccination sans laisser une trace de leur identification. Et il y a plusieurs pistes. On a un groupe de travail psychosocial avec une série de représentants du terrain, Médecins du Monde, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, qui nous aident à être bien dans la réalité de la façon dont on va pouvoir contourner cette difficulté, donc faciliter l'accès à la vaccination. Yves, tu as beaucoup de fans qui veulent ta vidéo, c'est bien. Oui, tout à fait. Alors, les vaccins pour les personnes de plus de 60 ans. Je réponds ou tu veux? Ah, vas-y, je t'en prie. Et donc on retrouve sur une partie de l'explication de là tantôt. On a pour l'instant une bonne expérience avec des bonnes données, non seulement sur le terrain, mais déjà dans les études cliniques avec les vaccins ARN messagers. Et c'est la raison pour laquelle, pour les plus de 65 ans, globalement parlant, on préfère les vaccins ARN messagers. Le vaccin AstraZeneca, que nous avons limité à 55 ans en Belgique, qui n'est pas limité par l'OMS, qui n'est pas limité par l'Agence européenne du médicament, mais qu'un certain nombre de pays, entre autres en Europe, ont décidé de limiter de 18 à 55 ou de 18 à 65 ans, n'a absolument pas démérité, ne montre pas qu'il est inefficace ou qu'il est dangereux. Il n'y a simplement pas de données suffisantes et dans certains cas, pas de données du tout au-dessus de 65 ans avec ce type de vaccin. Comme on n'a pas de données, on n'a pas voulu se lancer alors qu'on avait ces données pour d'autres vaccins très efficaces comme le Pfizer et le vaccin Moderna. Et donc actuellement, pour les plus de 55 ans en pratique, la vaccination va se faire jusqu'au moment où on aura plus de données sur l'AstraZeneca par les vaccins ARN messagers, donc par le Pfizer et par le Moderna. Et donc ce sont ceux qui sont en Belgique actuellement recommandés parce que là, on a la preuve qu'ils fonctionnent et que pour l'AstraZeneca, on attend que la firme nous donne des données qui puissent nous convaincre qu'ils fonctionnent aussi dans ces tranches d'âge. Oui, je pense que... Merci beaucoup. Je pense qu'on peut dire aussi, Yves, si je ne me méprends pas, que ce travail est en cours parce que la FDA américaine a demandé à la firme une étude complémentaire sur les plus de 65 ans pour AstraZeneca et qu'on espère un résultat, une communication. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Donc, on a une grande étude américaine qui s'était interrompue pendant 1 mois et demi. Elle ne serait pas interrompue, on aurait déjà eu le résultat et qui a été relancée. Mais il y a eu 1 mois et demi d'interruption qui devrait être disponible dans les 4 semaines devant nous à peu près et dans lequel un tiers des 20 000 personnes qui ont reçu le vaccin ont plus de 65 ans. Donc, on aura là à peu près 6 500 personnes de plus de 65 ans ayant réellement reçu le vaccin. Et on attend surtout, et je ne l'avais pas dit, l'expérience anglaise. Les Anglais, depuis le 1er janvier, ont vacciné massivement les personnes âgées et les personnes des homes avec l'AstraZeneca.
Et donc, ils vont avoir, dans les semaines qui viennent, l'occasion de nous donner dans la vraie vie, pas simplement la vie des études, mais la vraie vie des personnes âgées et éventuellement très débilitées, l'efficacité du vaccin. C'est la conjonction de ces deux données, l'étude américaine d'une part et les données de vraie vie en Angleterre, qui devraient nous permettre d'ici, j'espère, 4 à 6 semaines au maximum, d'avoir de quoi décider ce qu'on fait de l'AstraZeneca chez les plus de 55 ans. Merci bien. Vaccination des travailleurs sociaux de terrain en contact direct avec le public précarisé. Donc, où peut-on trouver cette information? Ben, ici, je pense qu'aujourd'hui, elle n'est disponible nulle part ailleurs. Donc, les travailleurs sociaux n'ont pas été retenus par la liste interfédérale de la première ligne de soins. On peut le critiquer, c'est un constat simplement, je ne mets pas de jugement de valeur, sinon pour dire qu'évidemment nous sommes toujours sous une très forte pression de manque de doses de vaccins. On a l'espoir que nous sommes pour le moment dans la phase la plus je dirais, serré par rapport aux livraisons de vaccins, puisque les plannings prévoient à partir du deuxième quadrimestre une livraison beaucoup plus large. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je trouve que les articles de presse qu'on voit sortir, il y en avait de nouveau ce matin disant qu'on va mettre 2 ans et demi, d'autres qui disent qu'on va mettre 4 ans à vacciner, est absurde, puisqu'on a toujours su qu'au premier quadrimestre, les livraisons de vaccins seraient très limitées, et que c'est à partir de l'articulation entre mars-avril que les livraisons vont augmenter et vont culminer en mai, juin et juillet, et nous permettront à ce moment-là, évidemment, d'avoir des vitesses de vaccination qui n'ont rien à voir avec les vitesses actuelles, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Si on n'a pas les vaccins, on ne peut pas vacciner plus vite. Mais extrapoler la vitesse actuelle sur l'ensemble de la campagne n'a évidemment aucun sens. Donc, par contre, nous avons pris en région Wallonne, en tout cas, la décision de vacciner toutes les personnes d'offrir la vaccination, elle est toujours volontaire, à toutes les personnes qui participent à la campagne, à tous les vaccinateurs. Et donc, on a eu une première réunion avec tous les représentants de votre secteur pour voir de quelle façon est-ce que les personnes parmi vous qui vont participer à la vaccination sur le terrain devraient-elles aussi pouvoir bénéficier de cette approche. Collectif des femmes. Quel type de structures seront sollicitées pour la vaccination? Alors, il y a déjà un certain nombre de centres qui sont repris dans les institutions collectives de soins, comme les abris pour femmes battues, les centres de jour, et nous allons dans un second temps, pour toucher les publics précarisés, étendre ce type de stratégie. Mais pour le moment, nous sommes toujours à la vaccination de la première ligne de soins, et avec quand même d'assez grandes difficultés de disponibilité de vaccins qui ne nous permettent pas d'aller plus vite et donc d'étendre à d'autres groupes la vaccination, mais on ne rêve pas d'autre chose. Donc l'idée, est-ce que le personnel de la première ligne travaillant CPS, taxi social, assistant socio-éducateur, ILA, etc., font partie de ceux oubliés? Alors je ne pense pas qu'on peut dire qu'ils étaient oubliés par le fédéral. Il y a eu à un certain moment une décision d'arbitrage, étant donné le nombre de doses disponibles, de ne pas promettre à des gens de les vacciner à un certain moment alors qu'on savait très bien qu'on n'aurait pas les doses. Et donc, il y a un séquencement de l'accès au vaccin qui est déjà pas facile. Vous entendez que tout le monde crie que ça ne va pas assez vite. Pour nous, c'est plutôt une bonne critique. On est plus enthousiaste de s'entendre dire qu'on ne va pas assez vite que de s'entendre dire qu'on ne veut pas être vacciné.
mais on essaye au maximum de ne pas faire des promesses inconsidérées et puis de ne pas pouvoir les remplir. Mais on est évidemment attentif aux travailleurs sociaux et aux personnes qu'ils servent, parce qu'on sait que ce sont des groupes qui va être important d'y avoir une attention particulière pour qu'ils ne soient pas exclus. Des brochures en langues différentes seront-elles disponibles? Oui, on y travaille. Gens du voyage, oui, il y a parfois des adresses de référence. Je pense que c'est typiquement des groupes dans lesquels on pourrait imaginer une journée de vaccination où l'on va vers eux avec une structure mobile, mais qui ne soit pas des seringues individuelles, mais bien, par exemple, comme a été évoqué plus haut, un vaxicar. On a ce projet-là dans nos discussions actuelles. Alors, pour les sans-abri, les personnes en situation de grande précarité, il sera question d'accompagner ce public vers les centres de vaccination, mais il n'est pas question de vacciner sur les lieux de vie. À cause du choc anaphylactique, non. Il est question de vacciner sur le lieu de vie. Il ne faut pas surinvestir le risque de choc anaphylactique. Bien des gens prennent tous les jours des médicaments dont le risque d'allergie est plus élevé qu'1 sur 100 000 sans avoir à côté d'eux un camion de réanimation. Il faudra évidemment que dans la mesure où on vaccine sur le terrain, on ait prévu la possibilité de réagir au cas où. Mais on sait bien qu'on n'amènera pas tout le monde au centre de vaccination. Ça, je pense que c'est illusoire. Et donc, si effectivement on dispose d'un vaccin en une dose, c'est très clair qu'on aura une stratégie d'aller sur le terrain aussi. Ce que l'on voulait souligner, c'est ce que j'ai voulu dire dans mon intervention à ce sujet, c'est qu'il ne faudrait pas multiplier de manière inconsidérée la vaccination sur le terrain. Les personnes qui peuvent venir et qui raisonnablement n'ont pas de raison de ne pas venir au centre de vaccination, il faudra venir au centre de vaccination. Sinon, tout le monde va trouver que c'est plus confortable que le vaccinateur vienne le vacciner chez lui. Moi aussi, ça m'arrangerait bien, mais je ne pense pas que j'ai aucun des critères qui justifieraient que je ne me déplace pas au centre de vaccination quand mon tour viendra. Yvon, juste un mot à rajouter, comme tu l'as très bien signalé, on aura ce vaccin à une dose, on l'espère dans les mois qui viennent. Ce vaccin à une dose, c'est aussi un vaccin basé sur un virus non réplicatif comme l'AstraZeneca. Et je ne peux pas encore le savoir pour le Johnson & Johnson, il n'est pas encore sorti, mais pour l'AstraZeneca, les chocs anaphylactiques semblent beaucoup, beaucoup plus rares et rejoindre le volume global de chocs anaphylactiques que l'on a avec les autres vaccins. Et les vaccins, c'est à peu près 1 sur 1 million, exactement. Et comme on dit, ces autres vaccins se font sans autre précaution. Je pense que si on se retrouve là avec des vaccins qui ont cette même caractéristique, il n'y a alors pas de crainte à avoir. C'était lié ici à une fréquence qui est quand même de 8 à 10 fois plus importante avec les ARN messagers. Et je pense qu'il sera quasi impossible d'envisager, effectivement, tu ne peux pas dans la nature aller vacciner avec un ARN messager vu les difficultés de conservation et la précarité du vaccin lui-même. Donc, avec les autres vaccins, je pense que la question ne se posera pas plus que pour faire un tétanos ou autre chose. Over. En tant qu'acteur de l'action sociale, capacité à convaincre. Non, on n'a pas encore défini les personnes qui accompagneront. Par contre, et vous voyez bien qu'on vous a invité aujourd'hui, on a pensé qu'il était grand temps de vous informer aussi convenablement que possible, parce que vous êtes effectivement des personnes qui ont la capacité de convaincre. Et je pense que les questions vont commencer à poindre parce que on arrive au moment où le grand public est de plus en plus sensibilisé à la campagne. Vous avez peut-être vu que des spots télévisés vont commencer à arriver en communauté française. On en a un sur le respect des mesures de distanciation, le port du masque, qui est la campagne Respirer,
qui est destiné à ce que malgré la vaccination, la discipline ne se relâche pas trop, parce que dans d'autres pays comme en Israël, on a montré que c'était éventuellement un risque au fur et à mesure que la campagne se développe. Mais il est clair que de plus en plus, les questions vont toucher le grand public puisqu'on va l'inviter à partir du mois prochain progressivement à venir se faire vacciner. Retour sur une question concernant le transport. Nous savons que les ambulanciers, chauffeurs TMS sont considérés dans la phase 1A. Les autres transports sociaux et sanitaires ne le sont pas pour le moment. Pardon, je n'avais pas tout à fait compris la question, mais comme je pense que sans l'avoir compris, j'y ai répondu, dans la mesure où on les fera monter à bord pour donner un coup de main à la vaccination grand public, automatiquement on leur donnera un accès à la vaccination puisque nous nous sommes engagés à l'offrir à toutes les personnes qui participent à la campagne puisqu'ils vont quand même être en contact avec un grand nombre de gens. Oui, les personnes qui ont un logement mais n'ont pas fait leur changement d'adresse, on aura toutes sortes de situations dans lesquelles la convocation n'atteindra pas une personne définie. Il y aura une ligne téléphonique où les personnes qui n'ont pas reçu de convocation pourront se faire signaler. Que répondre à un citoyen qui ne veut pas se faire vacciner? Que c'est son libre choix, que s'il préfère garder le risque d'être malade, c'est son droit. Et nous le rappelons, non, je pense que dans la procédure décrite, le courrier que le citoyen reçoit, non seulement rappelle que c'est un libre choix, mais lui explique, lui demande, s'il veut bien, cliquer sur un petit bouton pour dire qu'il ne souhaite pas être vacciné de façon à libérer sa place pour quelqu'un d'autre. Donc nous prenons effectivement dans la procédure en compte le libre choix et on le rappelle, c'est une vaccination volontaire et chaque citoyen a parfaitement le droit de ne pas souhaiter participer à l'immunité collective, mais aussi à ne pas vouloir se protéger, c'est clair. Plus d'informations sur les phases de sélection, affectation, invitation des travailleurs sociaux, j'en serais incapable aujourd'hui. On avance dans le processus, mais il n'est pas mûr aujourd'hui pour le décrire. Certaines personnes sont-elles plus résistantes face à la transmission du virus, Yves? Oui, si on parle donc ici, bon, les manifestations cliniques, manifestement, elles peuvent être différentes d'une personne à l'autre pour des caractéristiques probablement génétique, entre autres. On ne domine pas encore l'entièreté de cette matière, mais il est clair que certaines personnes ne feront rien du tout touchées par le virus, alors qu'une autre fera quelque chose de beaucoup plus important. Par contre, concernant la transmission elle-même, ma réponse sera un petit peu la même. Si vous êtes capable de faire la maladie, vous pouvez transmettre. Si vous n'êtes pas capable, vous serez asymptomatique et vous allez sans doute un peu moins transmettre. Et donc, on ne peut pas dire pour l'instant que quelqu'un soit incapable de transmettre. En tout cas, on n'a aucune preuve qu'il y ait non seulement une résistance à la maladie, mais une résistance au portage, ne fût-ce que transitoire, et à cette espèce de ricochet dont je vous ai parlé. Je ne sais pas si je réponds à la question et si je l'ai bien compris, mais voilà ce que je voulais dire. Je reprends mon micro. Merci beaucoup. On arrive tout doucement au bout de notre webinaire. Je vois qu'on a déjà largement dépassé les 15h30. Alors, les personnes qui résident en Belgique mais domiciliées ailleurs vont-elles être invitées? Tout résident en Belgique sera invité. Donc, il faut et il suffit d'être résident. Alors, est-ce que c'est raisonnable de proposer AstraZeneca dont l'efficacité est moindre
aux personnes qui se portent volontaires pour les centres de vaccination. Donc là, je pense que la réponse est assez simple. Tous les vaccins que l'on va distribuer sont des vaccins efficaces. S'ils ne sont pas efficaces, ils ne reçoivent d'ailleurs pas l'autorisation de mise sur le marché. Et entre autres, pour illustrer le fait que les méfiances par rapport à AstraZeneca, par rapport au mRNA ne sont pas légitimes, c'est que si on veut être tout à fait carré, mais la protection d'AstraZeneca contre l'hospitalisation est meilleure que celle des mRNA, puisque vous avez vu les chiffres qu'il vous a montrés. Dans les essais cliniques pour les 2 mRNA, il y a malgré tout des hospitalisations, même si c'est un tout petit nombre dans le groupe vacciné, alors qu'il y en a 0 dans le vaccin AstraZeneca. Donc je pense vraiment qu'il faut considérer ces vaccins comme similaires. En plus, leur efficacité dans la vraie vie ne sera de toute façon pas exactement la même que celle dans un essai clinique tout à fait codifié, et c'est normal. Et donc, il ne s'agit pas d'un vaccin de 2e classe. Il s'agit d'un vaccin qui a un profil pour les personnes de moins de 56 ans et un autre qui est démontré au-delà des personnes de plus de 56 ans. Mais si l'étude dont on a parlé montre que l'efficacité est la même, on vaccinera tout le monde avec de l'AstraZeneca comme on vaccinerait aujourd'hui tout le monde avec du mRNA si on en avait suffisamment. Yvon, je dois vous quitter, sorry, je pense que la question qui suit, il n'y a plus de questions qui me concernent. Je pense que de toute façon, on s'arrête parce que je pense que quand on reste trop longtemps, alors les gens nous quittent en cours. On n'est pas au bout des questions, mais c'est probablement pas possible d'arriver au bout des questions. Je voulais vous remercier tous et toutes, et les questions montrent un grand intérêt, ce qui nous ravit. Merci à Yves pour avoir de nouveau consacré de son temps à cette séance d'information. Et une très bonne après-midi et un très bon week-end à toutes et tous. À bientôt.